Un manager éco-frugal, c'est un manager qui souhaite accélérer la transformation écologique de son entreprise, qu'elle soit éco-frugale. Et pour ça, en fait, c'est tout simplement relever les défis environnementaux de notre siècle, hein, qui peuvent se résumer en particulier par la frugalité, faire plus avec moins, se positionner comme entreprise salvatrice plutôt que prédatrice, hein. Il y a un moment où il faut choisir son camp, il faut être du côté de la solution plutôt que du problème. Et concrètement, réduire l'impact environnemental de son organisation. Alors, ça commence déjà par le manager, tout simplement au quotidien. C'est tout simplement réduire l'impact environnemental de son métier du tertiaire et réduire les consommables, réduire l'impact lié au transport, tout simplement. Je pense aussi qu'on peut concilier bien-être psychique, bien-être physique et solutions environnementales. Le fameux exemple de la température des bureaux, ça, c'est un vrai sujet. Ça crée de la frustration. Et ben voilà, quand on agit, quand on trouve la bonne température, et ben en fait, ça permet de travailler dans de meilleures conditions et ça permet de réduire l'impact environnemental. Pareil, privilégier la lumière naturelle plutôt que la lumière artificielle, ça y participe. Quand un manager encourage la pratique du vélo ou se déplace en vélo, il réduit son stress, il réduit l'impact environnemental des transports et puis aussi, c'est l'occasion de donner envie à ses collaborateurs de faire la même chose. Ça, c'est vraiment, encore une fois, l'exemplarité des choses qu'on peut faire facilement. Et donc ça, ce sont des bonnes pratiques qu'on peut tous adopter. Simplement, si le manager les adopte, il y a un effet d'entraînement. Il y a un effet d'exemplarité. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, au-delà de la réduction d'impact au quotidien, c'est aussi repositionner son offre de produits et services. En fait, il faut que son offre de produits et services par rapport à la concurrence soit moins impactant. Tout simplement, les appels d'offres aujourd'hui, de plus en plus, ils intègrent dans le cahier des charges des critères environnementaux, les normes ISO, l'impact carbone, l'éco-conception. Et ça, en particulier les marchés publics. Et puis, il y a aussi des acteurs comme Ecovadis qui sont en charge de vous noter. Donc, en fait, vos clients, ils vont passer sur Ecovadis et quand ils vont devoir sélectionner le prestataire, ils vont regarder celui qui est le mieux noté chez Ecovadis. Ensuite, l'autre chose, c'est anticiper plutôt que subir, puisqu'on voit bien que la réglementation environnementale, elle est là pour durer, elle va s'accroître. Notamment la loi REEN, réduire l'empreinte environnementale du numérique. Et bien, la loi REEN vous oblige à acheter du reconditionné. Alors, c'est le cas pour les collectivités locales, mais ça va arriver pour les entreprises. Et je précise aussi l'interdiction des plastiques à usage unique, la logique de pollueur-payeur, ce qu'on appelle la responsabilité élargie du producteur. Progressivement, en fait, tous les producteurs doivent mettre en place une collecte pour recycler. Donc, on est dans une logique de réinternalisation des coûts, hein, et si on anticipe, on va pouvoir le vivre de manière beaucoup plus sereine. Et puis surtout, ça va être un avantage si demain on veut se préparer à une labellisation type Bicorp, Label UCI, et puis aussi anticiper la hausse du prix du carbone. Et en fait, si à périmètre égal, votre offre de service est moins impactante, forcément, vous allez gagner des appels d'offres. Je fais référence à l'appel d'Engie, Total et EDF qui appellent à la sobriété, alors qu'ils étaient dans une logique de volume. Hein, bien sûr, historiquement, on voit qu'ils sont en train de passer dans une logique de service. C'est déjà le cas, mais ça va s'accélérer. Et puis aussi aller plus loin, pas seulement se soucier de l'impact de ces produits, mais aussi de l'impact qu'on va générer chez les clients. Et ça, c'est le scope 3 dans l'impact carbone. Je ne vais pas m'étendre dessus, mais c'est vraiment une manière très moderne de réfléchir. C'est comment on peut aussi se mettre au service de la réduction d'impact de ses clients, pas seulement dans son produit. Comment montrer que son organisation, elle est au service en fait des enjeux de sociétaux. Et bien pour ça, en fait, il faut travailler avec, par exemple, les entreprises riveraines, faire ensemble une fresque du climat, proposer, par exemple, vos locaux à des associations. Je pense à Vinci, qui a son auditorium flambant neuf à La Défense, à Nanterre, et qui propose à des associations le soir. C'est s'engager aux côtés de la société civile. C'est faire du pro bono pour les associations, c'est organiser une marche propre, une clean walk, ce genre de choses. Et tout ça, en plus, ça permet de fédérer autour d'un objectif commun. C'est très, très positif. Et c'est à la portée des managers. Et puis, dernière chose, peut-être, c'est la marque employeur. C'est peut-être le plus important, finalement, l'attractivité. Aujourd'hui, des jeunes, en fait, à salaire égal, ils vont préférer une entreprise qui est moins impactante, qui apporte un supplément de sens. Donc, en bref, l'écofrugalité, c'est vraiment une formidable occasion de se réinventer, pour utiliser un terme à la mode, mais pour le coup, je pense qu'il est vraiment pas galvaudé. Alors, mesurer l'impact de son organisation, ça c'est le b.a.-ba. Ce qui ne se mesure pas n'existe pas. Donc, ACV, mesurer le tonnage des déchets, voilà, avoir une idée d'où on part, sachant que c'est un processus d'amélioration continue. Les outils s'améliorent au fur et à mesure. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est faire un état des lieux, une sorte d'audit sociologique pour en fait envoyer un sondage à tous les collaborateurs, leur demander quelles sont leurs attentes. Qu'est-ce qu'ils souhaitent? Et ça, vous allez voir, c'est très, très riche parce qu'il y a beaucoup de gens sur le terrain qui voient en fait plein de sources anti-gaspillage, mais on ne leur donne pas la parole. En leur donnant la parole, vous faites remonter des petites actions. À partir de cette première consultation, vous allez établir en fait une feuille de route et moi, je vous conseille de vous concentrer sur les victoires rapides.
comme disaient les Américains, les quick wins. Pourquoi? Parce que ces victoires rapides, ça permet en fait de créer de l'émulation et ça va permettre aux autres d'avoir envie de se lancer. Alors, une victoire rapide, par exemple, c'est mettre en place le garage à vélo sécurisé. Ça va donner envie à ceux qui ont un vélo électrique de venir alors qu'ils n'osaient pas le faire auparavant parce qu'ils avaient peur de se faire voler leur vélo, par exemple. Donc ça, c'est très important. Trouver des victoires rapides qui vont générer d'émulation. Et puis, commencer à créer un réseau d'ambassadeurs. Ça peut être informel, des Green Teams. On a le cas chez Orange avec les coachs écolos, chez Nature et Découverte, ça se fait de plus en plus. Ça, c'est très important, de créer des collectifs de salariés engagés qui vont pouvoir réfléchir sur ces sujets. Un aspect très important, Charles, aussi, nos ateliers, en fait, on envoie des kits d'animation, des mallettes pédagogiques sur des thématiques zéro déchet, numérique responsable, c'est gratuit. Et comme ça, vous allez pouvoir, entre collègues, entre midi et 2 heures, partager, explorer les solutions. Puisqu'on n'a pas forcément la réponse tout seul, mais ensemble, on peut y arriver.